Après un terrible accident de voiture, j'ai appelé mon mari et lui ai demandé de venir me chercher aux urgences. Il m'a répondu par SMS, « Je déjeune avec ma meilleure amie, je ne peux pas partir comme ça. » J'ai répondu, « D'accord. » Ce que l'agent de police a dit en s'approchant de sa table au restaurant lui a fait regretter de m'avoir laissé attendre. Le SMS est arrivé alors que je saignais encore. Je ne peux pas quitter mon déjeuner avec Charlotte maintenant. Son ex la harcèle. Appelle un Uber. Désolé, ma chérie. J'ai regardé les mots de mon mari à travers l'écran en toile d'araignée de mon téléphone, mon épaule démise criant à chaque respiration superficielle, et j'ai répondu d'une seule main valide, « D'accord. » Ce seul mot mettrait fin à nos 8 ans de mariage, bien que Tyler ne le sût pas encore. Il était trop occupé à réconforter Charlotte Thomas au sujet de sa dernière crise fabriquée pour réaliser que sa femme était allongée aux urgences de Riverside General, choisissant entre la rage et la morphine. Les infirmières m'avaient demandé 3 fois si elles pouvaient appeler quelqu'un d'autre. N'importe qui d'autre. Mais je continuais à fixer ce message, le relisant encore et encore, comme si les mots allaient peut-être se réarranger en quelque chose qui ait un sens. Mon mari depuis 8 ans venait de me suggérer de prendre un Uber pour rentrer des urgences après un accident de voiture qui aurait pu me tuer, parce que Charlotte Thomas, son amie d'université avec le fond en fiducie et les désastres romantiques sans fin, avait plus besoin de lui. Ce matin me semblait appartenir à une autre vie maintenant. Je m'étais tenu dans notre cuisine à 6h30 du matin, préparant le petit déjeuner de Tyler exactement comme il l'aimait. 2 œufs sur le plat. 3 tranches de bacon assez croustillantes pour se briser. Du pain de blé grillé avec juste un soupçon de beurre. 8 ans à faire le même petit déjeuner, et je pouvais le faire sans réfléchir. Mes mains connaissaient les gestes tandis que mon esprit vagabondait vers le dîner de la conférence de pharmacie ce soir-là, où j'allais recevoir ma récompense pour 5 ans de service. Tyler avait promis d'être là. Ou plutôt, il avait dit qu'il essaierait. Charlotte traverse une autre crise, avait-il annoncé au petit déjeuner, ses yeux ne quittant jamais l'écran de son téléphone. Le léger sourire qui jouait sur ses lèvres était celui que je voyais autrefois quand j'entrais dans une pièce. Maintenant, il appartenait à ses textos. Encore une, avais-je gardé ma voix neutre tout en cassant les œufs avec peut-être plus de force que nécessaire. C'est la 3e crise ce mois-ci. Son ex la harcèle. Elle a peur, Anna. Marcus, l'ex-petit ami, harcelait Charlotte depuis 6 mois, selon elle. Étrange que le harcèlement ne semblait se produire que les jeudis après-midi, lorsque Tyler avait sa plus longue pause déjeuner. Étrange qu'il n'ait jamais atteint le point d'appeler réellement la police. J'avais voulu souligner ces incohérences, mais j'avais appris que défendre Charlotte était la nouvelle religion de Tyler. Au lieu de cela, je lui avais rappelé le dîner de la pharmacie. Sa réponse était prévisible. J'essaierai de venir, mais si Charlotte a besoin de moi. Elle aurait besoin de lui. Elle en avait toujours besoin le jeudi. Le problème avec les déjeuners du jeudi, c'est qu'ils avaient commencé si innocemment que je ne pouvais même pas être vraiment en colère au début. Il y a 6 mois, Tyler avait amené Charlotte dans ma pharmacie à Riverside General. Elle avait besoin de médicaments contre l'anxiété, et Tyler voulait s'assurer qu'elle reçoive le bon traitement. J'avais observé de derrière le comptoir comment elle touchait son bras en riant à quelque chose qu'il disait. Le geste était décontracté, intime, familier. Tyler avait redressé sa cravate quand elle l'avait complimenté, un pan en quête d'attention. Charlotte traverse un divorce difficile, avait-il expliqué ce soir-là. Elle n'a personne d'autre en ville à qui elle peut vraiment parler. Un déjeuner est devenu 2. Mensuel est devenu hebdomadaire. 1 heure s'est étendue à 3. Toujours le jeudi, quand je travaillais tard et que je ne rentrais pas avant 21h. J'ai essayé de lui en parler le mois dernier. Nous étions allongés dans le lit et je pouvais sentir son parfum sur sa chemise, quelque chose de cher et de floral qui donnait à notre chambre l'odeur d'un grand magasin. Penses-tu que Charlotte pourrait abuser de ta gentillesse, avais-je demandé prudemment. Tyler s'était tourné pour me regarder avec une surprise si sincère que pendant un instant, je me suis demandé si j'avais tort. Abuser? Anna, elle s'effondre. Son ex la maltraite psychologiquement. Elle a des crises de panique. Elle a besoin de soutien. Elle a ses parents à 20 minutes. Elle a un thérapeute. Elle a d'autres amis. Mais elle me fait confiance, avait dit Tyler, comme si cela expliquait tout. Comme si sa confiance était plus importante que notre mariage. Eleanor Wilson, la mère de Tyler,
m'avait acculé lors de notre réception de mariage il y a 8 ans. Elle avait bu trop de champagne, et ses mots avaient la franchise que l'alcool a tendance à révéler. Tu es bonne pour lui, avait-elle dit, non pas comme un compliment, mais comme une évaluation. Tyler a besoin de quelqu'un de pratique, quelqu'un qui ne le laissera pas dériver. Tu le garderas les pieds sur terre. Je pensais qu'elle m'accueillait dans la famille. Maintenant, je comprenais qu'elle m'avait embauché pour un poste. La gardienne de Tyler, la personne pratique qui travaillait 12 heures par jour pendant qu'il jouait au cabinet comptable de son père, prenant des déjeuners de 3 heures sans conséquence. Le matin de l'accident, j'avais regardé Tyler se préparer pour le travail avec l'attention de quelqu'un qui mémorise des détails. Il portait la cravate bordeaux que Charlotte avait complimentée la semaine dernière, celle que je lui avais offerte il y a 2 Noëls et qui était restée dans son placard jusqu'à ce qu'elle mentionne à quel point elle faisait ressortir ses yeux. Son eau de Cologne était plus forte que d'habitude. Il a taillé sa barbe avec une précision inhabituelle. Grosse réunion aujourd'hui, avais-je demandé. Juste jeudi, avait-il répondu, et nous savions tous les deux ce que cela signifiait. J'étais parti pour mon service à l'hôpital en pensant au moment où nous avions cessé de nous voir vraiment. Quand suis-je devenu un meuble dans mon propre mariage? Quand son téléphone est-il devenu plus intéressant que les conversations avec sa femme? Les questions m'ont suivi tout au long de ma routine matinale à la pharmacie, pendant la pause déjeuner que j'ai prise seule dans la salle de repos, pendant l'après-midi qui se terminerait avec ma voiture froissée contre une barrière en béton et mon épaule démise de son articulation. L'ironie ne m'a pas échappé que j'avais passé la matinée à préparer des ordonnances pour les médicaments contre l'anxiété de Charlotte. Les mêmes médicaments dont elle avait besoin pour 6 mois de crise du jeudi qui ne semblaient jamais se résoudre. Les mêmes médicaments qui lui donnaient une raison d'envoyer des textos à mon mari à toute heure avec des questions sur les effets secondaires et les ajustements de dosage. Maintenant, allongé aux urgences avec des moniteurs qui bipaient autour de moi, j'ai pensé à toutes les nuits de jeudi où j'étais rentré pour trouver Tyler déjà au lit, faisant semblant de dormir. Les frais de carte de crédit au Sterling Room qui étaient toujours un peu trop élevés pour un déjeuner entre amis. La façon dont il avait commencé à garder son téléphone face contre table pendant le dîner. L'agent Morrison est apparu à mon chevet à nouveau, son expression soigneusement professionnelle. Madame Wilson, nous avons essayé d'appeler votre mari 3 fois de plus. Les appels vont directement sur la messagerie vocale maintenant. Il a éteint son téléphone plutôt que d'être interrompu pendant son déjeuner avec Charlotte. La reconnaissance de ce fait s'est abattue sur moi comme une couverture de plomb. Tyler avait activement choisi d'être injoignable pendant que sa femme était aux urgences. Agent Morrison, ai-je dit, ma voix étonnamment stable malgré les médicaments qui rendaient tout distant et brumeux. Je sais exactement où se trouve mon mari. Le Sterling Room sur la 5e rue. Il est à sa table habituelle près de la fenêtre avec Charlotte Thomas. J'ai fait une pause, goûtant le sang là où je m'étais mordu la lèvre. Pourriez-vous lui transmettre le message en personne? Je crains qu'il ne comprenne pas à quel point c'était grave. L'agent Morrison a étudié mon visage un instant, et j'ai vu la compréhension poindre dans son expression. Nous pouvons certainement faire ça, Madame Wilson. Le Sterling Room, avez-vous dit? Tous les jeudis, ai-je confirmé, comme une horloge. L'horloge de la pharmacie indiquait 18h47 lorsque Margaret, ma superviseure, m'a attrapé à la porte avec mon manteau déjà à moitié enfilé. Son expression portait ce mélange particulier de désespoir et d'autorité qui signifiait qu'elle était sur le point de demander quelque chose que je ne voudrais pas donner. Anna, je déteste te demander, mais l'inventaire des substances contrôlées est erroné de 3 unités. L'État vient lundi pour une inspection. J'ai vraiment besoin de quelqu'un qui sait ce qu'il fait pour m'aider à régler ça ce soir. Ma main s'est arrêtée sur la poignée de la porte. 3 unités d'écart signifiaient au moins 2 heures de vérification de chaque registre, de chaque signature, de chaque transfert. Le dîner de la conférence commençait à 19h30, la remise de mon prix à 20h. Tyler avait déjà clairement fait savoir que la crise de Charlotte était prioritaire. Mais peut-être que si j'arrivais en retard avec le prix réel en main, cela signifierait quelque chose. Peut-être qu'il lèverait les yeux de son téléphone et se souviendrait de qui il a épousé. Je suis désolé, Margaret. Ce soir, c'est le dîner de la conférence. Tu te souviens de la reconnaissance des 5 ans. Le visage de Margaret est passé de la compréhension à autre chose. De la pitié, peut-être. Elle était au courant des déjeuners du jeudi de Tyler, comme tout le monde à l'hôpital. Les rumeurs voyageaient dans les établissements médicaux plus vite que n'importe quel virus. Bien sûr.
Va chercher ton prix, ma chérie. Tu l'as bien mérité. La pluie avait commencé pendant mon service. Un léger tapotement contre les fenêtres de l'hôpital qui s'était transformé en une véritable averse au moment où j'ai atteint ma voiture. Les essuie-glaces crissaient contre le pare-brise. Le caoutchouc vieillit au-delà de son utilité, mais jamais assez mauvais pour être remplacé. Une autre chose sur la liste des choses que Tyler disait que nous réglerions ensemble, mais que nous n'avons jamais faites. Je suis sorti du parking de l'hôpital pour me retrouver dans des rues déjà inondées au coin. Le dîner de la conférence était au centre-ville, au Marriott. 15 minutes par beau temps, probablement 30 dans ce chaos. Mon téléphone était dans le porte-gobelet, et je n'arrêtais pas de le regarder, attendant que Tyler m'envoie un texto pour dire qu'il était en route, que la crise de Charlotte s'était résolue, qu'il se souvenait que sa femme était honorée ce soir. Rien. La pluie martelait plus fort alors que je tournais sur Madison Avenue. Les lampadaires créaient des halos dans l'eau qui coulait sur mon pare-brise, et je devais me pencher en avant pour voir correctement. La radio jouait quelque chose de vieux et de mélancolique, une chanson que ma mère fredonnait en faisant la vaisselle. J'ai pensé appeler Tyler une fois de plus, mais à quoi bon? Il avait clairement fait son choix au petit déjeuner. Charlotte avait besoin de lui. Charlotte avait toujours besoin de lui le jeudi. Je pensais à ce que je dirais si quelqu'un demandait où était Tyler ce soir lorsque je me suis approché de l'intersection de la 5e et de Madison. Le feu était vert depuis plusieurs secondes alors que je m'approchais à 25 000 par heure, prudente sous la pluie. J'entrais déjà dans l'intersection quand un mouvement a attiré mon attention périphérique. Un pick-up surélevé, une de ces choses inutilement énormes que les étudiants conduisent pour se sentir importants, dévalant la 5e rue comme si la pluie n'existait pas. La dernière pensée cohérente que j'ai eue était qu'il n'allait pas s'arrêter. Ce gamin dans son énorme camion, probablement 19 ou 20 ans, portant une casquette de baseball à l'envers, allait griller ce feu rouge à toute vitesse. L'impact a plié la portière de ma voiture dans mes côtes. Le son était extraordinaire, rien à voir avec ce que les films en font. C'était humide et aigu et final, du métal se rendant au métal sous la pluie. Mon corps a bougé dans des directions qu'il n'était pas censé prendre. Et soudain, le volant était quelque part près de mon oreille droite, et la portière touchait ma hanche gauche d'une manière qui faisait que la géométrie n'avait plus de sens. Le temps a fait quelque chose d'étrange alors. Tout a ralenti et s'est accéléré simultanément. Je pouvais voir des gouttes de pluie individuelles sur ce qui restait de mon pare-brise, chacune parfaite et distincte. La voix de ma mère a flotté dans ma tête avec une clarté absolue. Un souvenir d'il y a 20 ans, quand elle m'avait surprise en train de quitter la maison avec des sous-vêtements élimés. Porte toujours des sous-vêtements propres, Anna. Et si tu avais un accident? Que penseraient les ambulanciers? L'absurdité de cette pensée m'a donné envie de rire, mais ma poitrine ne se dilatait pas correctement. Quelque chose de chaud coulait dans mes yeux, et quand j'ai essayé de l'essuyer, mon bras gauche ne répondait pas aux commandes. Il pendait là, à un angle qui me retournait l'estomac. Mon alliance a capté la lumière du lampadaire à travers la vitre brisée. De l'or recouvert de rouge que je savais être du sang, mais que je ne pouvais pas tout à fait traiter comme le mien. 8 ans à porter cette bague. 8 ans à croire qu'elle signifiait plus que des bijoux. Maintenant, ce n'était que du métal sur un doigt attaché à un bras qui ne bougeait pas, couvert de sang provenant d'une blessure à la tête que je ne pouvais pas voir, mais que je sentais définitivement. La radio jouait toujours. À travers le chaos de la vapeur du moteur détruit et de la pluie s'infiltrant là où se trouvaient autrefois les fenêtres, cette chanson mélancolique continuait comme si de rien n'était. Mon cerveau, probablement en état de choc, a décidé que c'était une information d'une importance vitale. La chanson était « The Night We Met » de Lord Huron. Je pouvais l'identifier malgré tout le reste qui s'arrêtait. Une partie de moi trouvait cela hilarant. Des voix ont commencé à pénétrer la bulle de choc. Masculine, jeune, paniquée. Le gamin du camion disant des variations de « je ne l'ai pas vu » et « le feu était jaune ». Et « est-ce qu'elle va bien » encore et encore comme un disque rayé. D'autres voix se sont jointes. Plus calmes, donnant des instructions sur le fait de ne pas me bouger, d'appeler le 911, de vérifier la respiration. Puis des voix familières, professionnelles. Les ambulanciers sont arrivés plus vite que cela ne semblait possible, bien que le temps soit devenu négociable, alors peut-être que cela avait pris des heures. J'ai reconnu l'urgence contrôlée dans leurs mouvements, la façon dont ils communiquaient en phrases courtes et efficaces. Ils faisaient l'évaluation initiale, vérifiant les voies respiratoires, la respiration, la circulation,
les bases que l'on apprend le premier jour de toute formation médicale. Madame, vous m'entendez? N'essayez pas de bouger. Nous allons vous aider. La jeune ambulancière penchée sur moi ne devait pas avoir plus de 25 ans. Son partenaire avait l'air encore plus jeune. Je voulais leur dire que je savais ce qu'ils faisaient, que je comprenais la terminologie médicale, que je travaillais à Riverside General, mais quand j'ai ouvert la bouche, ce qui est sorti, c'est « épaule démise, commotion cérébrale possible, multiples lacérations au front et au cuir chevelu ». Ils ont échangé des regards au-dessus de ma tête, le regard que partagent les professionnels de la santé lorsqu'un patient pourrait avoir un traumatisme crânien mais parle trop clairement pour être ignoré. « Êtes-vous une professionnelle de la santé ?» a demandé le plus âgé tout en posant une voix intraveineuse avec une aisance pratique. Pharmacie. Riverside General. Devait être au dîner. Prix des 5 ans. Les mots sont sortis déconnectés, comme des perles d'un collier cassé s'éparpillant sur le trottoir. Ils ont travaillé autour de moi avec une efficacité chorégraphiée. Collier cervical pour protéger ma colonne vertébrale. Examen minutieux de l'épaule qui m'a fait voir des étoiles malgré ce qu'il m'avait injecté. Pression sur la blessure à la tête, qui était apparemment plus impressionnante que je ne l'avais imaginé, vu la rapidité avec laquelle ils se sont déplacés après l'avoir vu. Nous allons vous extraire maintenant. Cela pourrait faire mal. Pourrait faire mal, était le jargon des professionnels de la santé pour « préparez-vous à une agonie ». Ils ont découpé ce qui restait de ma portière avec des outils qui sonnaient comme des guêpes en métal en colère. Chaque mouvement envoyait du feu à travers mon épaule et mes côtes. Je me suis concentré sur leur visage, sur la pluie qui frappait leurs uniformes, sur n'importe quoi d'autre que la douleur qui faisait que respirer ressemblait à une noyade à l'envers. C'est à ce moment-là que l'agent Janet Morrison est apparue aux portes de l'ambulance alors qu'il me chargeait. J'ai reconnu son visage immédiatement malgré le brouillard du choc et des médicaments. Elle venait chercher les médicaments pour la tension artérielle de sa mère tous les mois, toujours bavarde, demandant toujours des nouvelles de ma famille, de mon mari, de ma vie. Anna, oh ma chérie, c'est Janet Morrison. Tu vas t'en sortir. Nous devons contacter quelqu'un pour toi. Qui devons-nous appeler? La réponse automatique est venue sans réfléchir, programmée par 8 ans de mariage. Tyler Wilson. Mon mari. Je lui ai donné le numéro tandis qu'une partie de mon cerveau criait qu'il ne répondrait pas. Que la crise de harcèlement de Charlotte serait plus importante que la véritable urgence de sa femme. Que les déjeuners du jeudi étaient sacrés tandis que les accidents du jeudi étaient gênants. Les portes de l'ambulance se sont fermées avec un bruit sourd et définitif qui a semblé me sceller dans un monde entièrement différent. Le trajet jusqu'à Riverside General a duré 12 minutes selon l'horloge numérique au-dessus de ma tête. Bien que le temps soit devenu élastique et peu fiable depuis le moment où ce pick-up avait réorganisé mes plans de soirée ainsi que ma structure squelettique. Les carreaux du plafond des urgences sont devenus nets lentement alors qu'ils me transféraient du brancard de l'ambulance à un lit d'hôpital. Quelqu'un avait essayé de les rendre joyeux une fois, peignant de minuscules nuages sur certains carrés, mais des années d'exposition à la lumière fluorescente les avaient jaunis en quelque chose qui ressemblait plus à de vieilles dents qu'à un ciel. Je les ai comptés pendant que le docteur Webb manipulait mon épaule. Ses mains étaient professionnelles et étonnamment douces pour quelqu'un qui avait l'air d'être réveillé depuis 36 heures d'affilée. Ça va faire mal, a-t-il prévenu, ce qui était le langage des médecins pour « préparez-vous à l'agonie ». À 3. 1, 2. Il a tiré à 2. Le craquement de mon épaule se remettant en place a envoyé un éclair blanc à travers tout mon côté gauche. Des étoiles ont explosé dans ma vision, et pendant un instant, j'étais ailleurs, me souvenant de Tyler le mois dernier quand je lui avais demandé d'ouvrir un bocal de cornichons. « Tu es plus forte que tu ne le prétends, Anna », avait-il dit avec ce ton particulier de légère irritation qu'il avait perfectionné en 8 ans. « Tu n'as pas besoin de moi pour tout. » L'ironie de ce souvenir a frappé plus fort que les analgésiques qu'il m'injectait. Me voilà avec une épaule légitimement démise, ne prétendant rien, et Tyler n'était nulle part. Je me demandais s'il croirait que c'était réel ou s'il penserait que je faisais encore du drame. Comme il prétendait que je faisais du drame à propos de Charlotte qui monopolisait son temps. Voilà, a dit le docteur Webb, la satisfaction évidente alors qu'il testait la mobilité de l'articulation. Réduction propre. Vous aurez mal pendant quelques semaines, mais pas de dommages permanents. L'infirmière Patricia est apparue à mon chevet alors que le docteur Webb passait à son patient suivant. Patricia travaillait aux urgences depuis 20 ans, et cela se voyait dans la manière prudente dont elle se tenait, comme si elle avait appris à porter les traumatismes des autres sans les laisser s'infiltrer dans ses os.
son expression portait cette combinaison particulière de sympathie et de professionnalisme qui suggérait qu'elle avait des nouvelles que je ne voudrais pas entendre. Ma chérie, nous avons essayé de joindre votre mari. Le numéro de contact que vous avez donné à l'agent Morrison. Elle a montré le téléphone du service, affichant le journal d'appel. 3 tentatives, directement sur la messagerie vocale à chaque fois. 3 appels. 3 fois l'hôpital avait essayé d'informer Tyler que sa femme était aux urgences. Je savais exactement où il était. Je pouvais l'imaginer au Sterling Room avec son téléphone face contre la nappe blanche, accordant toute son attention à Charlotte pendant qu'elle détaillait la crise fictive qui justifiait son absence. Mais savoir et accepter étaient des choses entièrement différentes. Laissez-moi essayer, ai-je dit en tendant la main vers mon téléphone avec ma main valide. L'écran était une toile d'araignée de fissure due à l'accident, mais il fonctionnait toujours. Mes doigts tremblaient en tapant, bien que je ne puisse dire si c'était à cause des médicaments ou de la peur que je savais déjà comment cela allait se dérouler. J'ai eu un accident. Je suis aux urgences de Riverside General. Épaule démise, commotion cérébrale. Peux-tu venir me chercher? Le message s'est affiché comme « livré » immédiatement. Puis ces 3 petits points sont apparus et mon cœur a fait quelque chose de stupide et d'optimiste dans ma poitrine. Il écrivait. Il l'avait vu. Peut-être que les appels n'étaient pas passés correctement. Peut-être qu'il était en réunion. Peut-être qu'il y avait encore une explication raisonnable qui n'impliquait pas qu'il choisisse Charlotte plutôt que sa femme blessée. Les points ont disparu et sont réapparus plusieurs fois, comme s'il écrivait et effaçait, essayant de trouver les bons mots. Chaque fois qu'il disparaissait, mon espoir diminuait un peu plus, jusqu'à ce que finalement sa réponse arrive avec la douce vibration qui m'avait autrefois fait sourire en voyant son nom sur mon écran. Je ne peux pas quitter mon déjeuner avec Charlotte maintenant. Son ex la harcèle. Appelle un Uber. Désolé, ma chérie. Je l'ai lu 3 fois, certaine de mal comprendre quelque chose. La commotion devait affecter ma compréhension de la lecture. Mon mari de 8 ans ne venait sûrement pas de me suggérer de prendre un Uber pour rentrer des urgences. Il n'avait sûrement pas donné la priorité au drame récurrent du jeudi de Charlotte plutôt qu'à la véritable urgence médicale de sa femme. Mais c'était là, en noir et blanc, ou plutôt en bleu et gris de notre conversation textuelle. 23 mots qui réussissaient à capturer tout ce qui n'allait pas dans notre mariage en un seul message. Le rejet désinvolte, la priorisation de la crise fabriquée de quelqu'un d'autre, la suggestion que je gère mon propre transport d'urgence comme si j'avais eu une crevaison au lieu d'avoir failli mourir. Quelque chose s'est brisé dans ma poitrine en fixant ce message. Pas mon cœur exactement, bien que cela soit certainement impliqué. C'était plus grand que ça, plus structurel. Le cadre qui avait maintenu ma vie ensemble pendant 8 ans. La croyance fondamentale que lorsque ça comptait vraiment, lorsque les choses allaient mal et que tout s'effondrait, Tyler me choisirait, nous choisirait, se souviendrait des vœux qu'il avait faits devant nos familles et nos amis. Patricia était toujours là, observant mon visage changer alors que je digérais la réponse de mon mari. Elle avait probablement vu ce scénario exact se dérouler des centaines de fois sous différentes variantes. Le conjoint qui ne pouvait pas être dérangé. Le partenaire qui avait un endroit plus important où être. Le contact d'urgence qui n'était pas intéressé par l'urgence. Quelqu'un d'autre vient te chercher, ma chérie, a-t-elle demandé doucement. J'ai de nouveau regardé mon téléphone, le message de Tyler là, comme une preuve dans une affaire que je ne savais pas que je construisais. Puis j'ai regardé Patricia, son visage bienveillant qui avait vu trop de déception pour être surpris par quoi que ce soit. Non, ai-je dit, et ma voix me semblait étrange à mes propres oreilles. J'ai décidé. Mais je dois passer un autre appel. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve le numéro de l'agent Morrison, toujours enregistré depuis qu'elle me l'avait donné il y a des mois lors des cambriolages de la pharmacie. Elle a répondu à la 2e sonnerie, sa voix chaleureuse d'inquiétude. Anna, comment vas-tu, ma chérie? Je me suis inquiété. Je suis stable. Merci, Janet. J'ai une demande inhabituelle. Ma voix est restée stable malgré le tremblement de terre qui se produisait dans ma poitrine. Mon mari ne répond pas à son téléphone, mais je sais exactement où il est. Le Sterling Room sur la 5e rue. Il est à sa table habituelle près de la fenêtre avec Charlotte Thomas. Il y a eu une pause à l'autre bout, et je pouvais sentir Janet traiter ce que je demandais vraiment. Serait-il possible que quelqu'un l'informe en personne, ai-je continué, chaque mot délibéré et clair. Je crains juste qu'ils ne comprennent pas à quel point c'était grave.
Une autre pause, plus longue cette fois. Quand Janet a de nouveau parlé, son ton avait légèrement changé, portant une compréhension qui m'a donné envie de pleurer pour la première fois depuis l'accident. Nous pouvons certainement faire ça, Anna. Le Sterling Room, avez-vous dit? Nous enverrons des agents tout de suite. Merci. Il sera à la table près de la fenêtre. Celle avec la vue sur la ville, avec Charlotte Thomas. Ils l'ont tous les jeudis. Tous les jeudis, a répété Janet, et ces deux mots portaient plus de poids qu'ils n'auraient dû. Après avoir raccroché, je me suis allongé contre l'oreiller de l'hôpital et j'ai fermé les yeux, imaginant ce qui allait se passer. Le Sterling Room avec ses verres en cristal et ses serviettes soigneusement pliées. Tyler se penchant en avant pour capter chaque mot de la dernière crise de Charlotte. Sa main probablement sur son bras, ce contact décontracté qui signifiait tout et rien. Puis la porte s'ouvrirait. Des officiers entreraient, leurs uniformes sombres et officiels contrastant avec toute cette élégance de nappe blanche. Les conversations s'arrêteraient. Les fourchettes s'arrêteraient à mi-chemin de la bouche, et tout le monde dans ce restaurant se retournerait pour regarder la police s'approcher de la table de Tyler. La main parfaitement manucurée de Charlotte volerait à sa bouche. Le visage de Tyler passerait par la confusion, l'agacement, et enfin, la compréhension. Le silence serait complet alors que l'officier Morrison expliquerait que sa femme avait eu un grave accident, qu'elle était aux urgences, qu'ils essayaient de le joindre depuis des heures. Les urgences avaient développé leur propre rythme autour de moi pendant que j'attendais la suite. Le bip régulier des moniteurs, le léger grincement des chaussures d'infirmière sur les sols polis, le murmure lointain des crises des autres gérées avec une efficacité professionnelle. J'avais fermé les yeux, non pas pour dormir, mais pour flotter dans cet espace médicalisé entre la conscience et les rêves, lorsque mon téléphone a vibré contre la couverture de l'hôpital. 3 textos sont arrivés en succession rapide, le nom de Tyler illuminant mon écran fissuré comme un signal d'avertissement. Anna, je suis tellement désolé. Je n'avais pas réalisé que c'était si grave. Pourquoi l'hôpital n'a-t-il pas appelé plus d'une fois? Envoyer la police était complètement inutile et vindicatif. J'ai regardé les messages, les voyant se brouiller et se refocaliser alors que ma commotion rendait la lecture une aventure de patience. La progression était presque fascinante dans sa prévisibilité. Excuses, déviation, accusation. Le manuel de Tyler Wilson pour éviter la responsabilité, livré en temps réel pendant que j'étais allongé dans un lit d'hôpital avec 15 points de suture décorant mon front. Un autre buzz. Tu es dramatique à ce sujet. 4 messages, 4 tentatives différentes pour que ce soit de ma faute. L'accident était assez grave pour justifier des excuses, mais pas assez grave pour quitter le déjeuner. L'hôpital aurait dû essayer plus fort de le joindre, comme si 3 appels sur messagerie vocale n'étaient pas suffisants. Envoyer la police était vindicatif, pas une réponse nécessaire à son indisponibilité délibérée. Et enfin, le joyau de sa stratégie de déviation. J'étais dramatique. Ma main valide tremblait alors que je posais le téléphone de côté sans répondre. Que pouvais-je dire? Qu'une épaule démise et un traumatisme crânien n'étaient pas assez dramatiques pour son attention? Que sa femme saignant aux urgences aurait dû attendre patiemment que la crise de Charlotte se résolve? Le rideau autour de mon lit a bruissé et David est entré, l'air d'avoir traversé l'enfer pour arriver jusqu'ici. Mon jeune frère portait encore ses vêtements de visite immobilière. La chemise bleue impeccable et le pantalon kaki qui lui donnait un air digne de confiance aux acheteurs potentiels, bien qu'il soit maintenant froissé et taché de pluie. Son visage, habituellement orné d'un sourire facile qui vendait des maisons et charmait les clients, était taillé dans la pierre. 2 heures, a-t-il dit en s'approchant de mon chevet en 3 grands pas rapides. 2 heures que je conduis, en pensant à toutes les façons dont j'allais te soutenir pendant ta convalescence, mort d'inquiétude pour ma sœur. Sa main a trouvé la mienne, douce malgré la colère qui émanait de lui. Puis j'arrive ici et l'infirmière me dit, « Votre mari vous a suggéré de prendre un Uber pour rentrer chez vous. » David, non. Anna, juste non. Il a rapproché la chaise du visiteur de sa main libre, s'asseyant sans lâcher la mienne. Montre-moi les messages. Je lui ai tendu mon téléphone, observant son visage se transformer à la lecture des textos de Tyler. La progression était presque théâtrale. Incrédulité, colère, puis quelque chose de plus froid et de plus calculé que je reconnaissais de ces transactions commerciales. C'était David en mode acquisition, sauf qu'au lieu de propriété, il calculait le retrait complet de Tyler de ma vie. 8 ans, a-t-il marmonné, faisant toujours défiler les messages.
8 ans que je le regarde te traiter comme du personnel au lieu d'une épouse. Mais ça, c'est un tout autre niveau d'égoïsme. Il a sorti son propre téléphone, ses doigts volant sur l'écran avec une efficacité pratique. J'appelle Martinez, le serrurier. Il me doit une faveur. Il peut faire changer tes serrures d'ici demain matin. David, je ne sais pas si. Et Morrison Déménagement. Ils sont spécialisés dans les extractions rapides, les situations de divorce, les problèmes domestiques, ce genre de choses. Très discret, très professionnel. La vitesse de tout cela me faisait tourner la tête plus que la commotion. Ça fait 8 ans, David. Je ne peux pas juste. Tu ne peux pas juste quoi? Exiger une décence humaine élémentaire de ton mari? T'attendre à ce qu'il se présente quand tu es à l'hôpital. Sa voix s'est légèrement adoucie, mais ses doigts n'ont jamais cessé de taper. Anna, il a choisi de déjeuner avec une autre femme plutôt que de s'occuper de ton urgence médicale. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Mon téléphone a de nouveau vibré. Pas Tyler cette fois, mais une notification Instagram. Charlotte Thomas m'avait envoyé un message. J'ai failli ne pas l'ouvrir, trop épuisé pour faire face au drame qu'elle voulait partager, mais la curiosité a gagné. Le message était plus long que prévu, et le lire, c'était comme voir la dernière pièce de l'image soigneusement construite de Tyler s'effondrer en poussière. Anna, je suis mortifié par ce qui s'est passé aujourd'hui. Quand la police est arrivée à notre déjeuner, j'ai été choqué que Tyler ne soit pas parti immédiatement après ton texto. Je lui ai demandé pourquoi il n'était pas allé te voir tout de suite. J'ai dû faire une pause, ma vision devenant légèrement floue, avant de continuer. Il a dit que tu exagérais toujours les choses pour attirer l'attention, que tu allais probablement bien et que tu essayais juste de le manipuler pour qu'il parte. Même après que les officiers aient expliqué l'accident, il a continué à insister sur le fait que tu étais dramatique. Je n'ai jamais été aussi dégoûté de quelqu'un de ma vie. David lisait par-dessus mon épaule maintenant, son expression s'assombrissant à chaque mot. Je n'avais aucune idée que tu étais réellement blessé. Il a fait croire que tu avais eu un accrochage et que tu en faisais toute une histoire. Je suis vraiment désolé d'avoir participé à cela sans le savoir. Tyler n'est plus le bienvenu dans ma vie. J'espère que tu te rétabliras rapidement et que tu trouveras le soutien que tu mérites. Le message était là, comme une preuve dans un procès dont je ne savais même pas qu'il avait lieu. Tyler avait non seulement minimisé mon accident auprès de moi, mais il m'avait activement dépeinte comme manipulatrice et en quête d'attention auprès de Charlotte. Même lorsque des officiers en uniforme ont expliqué que j'étais aux urgences avec des blessures importantes, il avait maintenu la fiction que j'étais, dramatique. Envoie-moi cette capture d'écran, a dit doucement David. Martinez peut être là à 8 heures demain matin. Morrison Déménagement à midi. Que penses-tu d'un avis formel rédigé par mon ami avocat et livré par courrier recommandé? J'ai regardé mon frère, cet homme qui avait conduit 2 heures sans hésitation quand j'avais besoin de lui, qui orchestrait maintenant la dissolution de mon mariage avec la même précision qu'il utilisait pour conclure des transactions immobilières. Il n'avait pas dit une seule fois, je te l'avais bien dit. Bien qu'il m'ait mis en garde contre Tyler il y a des années, doucement au début, puis avec plus d'insistance à mesure que les schémas devenaient évidents. Il va dire que je réagis de manière excessive, ai-je dit, bien que les mots me semblaient creux même en les prononçant. Laisse-le dire. Pendant qu'il le dira, ses affaires seront dans des cartons et les serrures seront changées. David a doucement pressé ma main. Anna, il t'a montré exactement qui il est aujourd'hui. Quand tu avais le plus besoin de lui, il a choisi quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un mari. C'est juste un type avec qui tu habites. J'ai pensé à Tyler au Sterling Room. Comment sa routine du jeudi avait été plus importante que l'urgence de sa femme. Comment il m'avait décrite à Charlotte, me peignant comme hystérique et manipulatrice pour justifier son absence. Comment même maintenant, après la notification de la police et l'humiliation publique, il essayait toujours de faire en sorte que ce soit de ma faute. Appelle Martinez, ai-je dit, ma voix stable malgré tout. Demain à 8 heures. David a hoché la tête, sortant déjà le contact. Et Morrison Déménagement? Oui. Tout ce qui est à lui, emballé et prêt. Mon frère a souri pour la première fois depuis son arrivée, bien que ce ne soit pas une expression heureuse. C'était le sourire de quelqu'un qui voit enfin la justice arriver, même si elle est vêtue de chagrin et de blouse d'hôpital. Je m'occupe de tout, a-t-il dit, et je savais qu'il le ferait.
pendant que Tyler était probablement encore au Sterling Room en train d'essayer de sauver sa dignité devant Charlotte et les clients du restaurant qui avaient été témoins de son humiliation publique, David démantelait déjà la vie que nous avions construite ensemble avec une précision chirurgicale. Mon téléphone a vibré une fois de plus. Encore Tyler. Nous devons en parler comme des adultes. J'ai regardé le message, puis David, puis mon alliance, toujours couverte de sang séché de l'accident. 8 ans réduits à ce moment, à ce lit d'hôpital. À cette décision qui n'en était pas vraiment une. Tyler avait fait le choix pour nous deux lorsqu'il avait tapé ces 23 mots suggérant que je prenne un Uber pour rentrer chez moi. David m'a tendu une tasse de café à 7h45 le vendredi matin, 15 minutes avant l'arrivée prévue de Martinez. Mon épaule me lançait malgré les analgésiques, et passer de la chambre au canapé avait pris plus de temps que prévu, mais je devais être présente pour cela. 8 ans de mariage ne pouvaient pas être démantelés depuis un lit. Tu es sûr de vouloir regarder ça, a demandé David, bien qu'il arrangeait déjà des oreillers pour soutenir mon épaule blessée. Je dois le voir arriver. Sinon, je pourrais me convaincre que tout n'était qu'un rêve. La sonnette a retenti à 8 heures précises. Martinez se tenait là avec une boîte à outils qui semblait avoir vu 1 millier de fins de relation. Son visage buriné portait l'expression de quelqu'un qui avait appris à ne pas poser de questions sur les raisons pour lesquelles des serrures devaient être changées un vendredi matin. La sœur de David Wilson, a-t-il demandé, connaissant déjà la réponse. Je vous aurai sécurisé dans environ 1 heure. Nouveau pêne dormant, nouvelle poignée de porte. Je vais même changer la serrure de la porte arrière que vous avez probablement oublié qu'elle existait. Il a travaillé avec une précision méthodique. Le bruit de la perceuse et du métal sur le métal remplissait le duplex. À mi-chemin de l'installation du deuxième pêne dormant, il s'est arrêté pour une pause café. Vous savez, je vois cette situation plus souvent que vous ne le pensez, a-t-il dit en s'essuyant le front. Le mari oublie que sa femme existe jusqu'à ce que les serrures changent. Alors, soudain, ils se souviennent qu'ils sont mariés. Morrison Déménagement est arrivé à 9h30, plus tôt que prévu. 3 personnes en chemise bleue assorties qui se sont déplacées dans la maison avec le genre d'efficacité qui vient de la pratique. La chef d'équipe, une femme nommée Rosa qui ne devait pas mesurer plus d'1,50 m mais qui se tenait comme si elle pouvait soulever un réfrigérateur, m'a tendu une feuille d'inventaire. Nous prendrons des photos de tout avant d'emballer. Nous documenterons tout dommage existant. Nous traiterons chaque article avec soin, quel que soit son propriétaire. Professionnel et neutre, c'est notre politique. Ils ont commencé dans la chambre. Je pouvais les entendre travailler pendant que j'étais assise sur le canapé. David à côté de moi avec son ordinateur portable, rédigeant des emails et passant des appels téléphoniques avec une efficacité discrète. Le bruit du ruban adhésif qu'on déroule. Le bruit sourd des objets placés dans des boîtes. La question occasionnelle pour savoir si quelque chose était à moi ou à lui. La Rolex, a appelé Rosa. Son cadeau d'anniversaire d'il y a 3 ans. J'avais économisé pendant 6 mois pour acheter cette montre. Travaillant des heures supplémentaires pendant la saison de la grippe. Tyler l'avait portée 2 fois. Les clubs de golf. À lui. Cela avait coûté plus cher que ce que j'avais dépensé en entretien de voiture en 2 ans, justifié comme de l'équipement de réseautage pour des relations clients qui ne se sont jamais matérialisées. La balle de baseball signée dans la vitrine. À lui. Un cadeau de son père, soi-disant de valeur, certainement jamais touché. Chaque article qu'ils emballaient ressemblait à une preuve dans une affaire que je ne savais pas que j'avais montée. Les choses chères que je lui avais achetées, essayant de le rendre heureux, essayant d'être la femme qu'il voulait, les passe-temps qu'il avait commencé et abandonné, laissant du matériel coûteux prendre la poussière. Les vêtements de marque qui devaient être nettoyés à sec, des costumes qui coûtaient plus cher que mon remboursement de prêt étudiant mensuel. Madame Chin est apparue à la porte vers 10h30, portant un récipient de soupe qui sentait le réconfort et la maternité. Elle avait 73 ans, vivait dans le quartier depuis 40 ans et avait des opinions sur tout le monde qu'elle gardait généralement pour elle. J'ai vu le serrurier, a-t-elle dit en posant la soupe sur ma table basse. Il était temps, si vous voulez mon avis, Madame Chen. Cet homme ne vous a jamais mérité. Travaillant à toute heure pendant que. Elle s'est arrêtée, soudain très intéressée à ajuster le couvercle du récipient de soupe. Pendant qu'il quoi? Son visage s'est plissé d'inconfort. Je ne veux pas vous contrarier davantage, ma chérie. Vous avez déjà assez souffert. S'il vous plaît, quoi que ce soit, j'ai besoin de savoir.
Elle a soupiré, s'installant dans le fauteuil en face de moi avec les mouvements prudents de quelqu'un dont les articulations protestaient contre la plupart des activités. Cette femme, celle avec la BMW blanche, elle est venue les mardis après-midi. Parfois, quand vous êtes au travail. Elle reste 1 heure ou 2. Charlotte conduisait une BMW blanche. Les mardis après-midi, je travaillais toujours tard, me préparant pour l'inventaire du mercredi matin. L'information s'est mise en place comme une serrure à combinaison trouvant ses chiffres. Depuis combien de temps? Peut-être 3 mois. Je ne voulais rien dire sans être sûr, et puis je ne savais pas comment aborder le sujet, et... C'est bon, Madame Chen. Merci de me l'avoir dit. Elle s'est penchée et a tapoté ma main valide. J'ai apporté de la soupe de divorce, la recette de ma mère. Je m'en suis servi il y a 40 ans quand j'ai quitté Monsieur Chin. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Après son départ, je suis resté assise avec cette nouvelle information, l'ajoutant à la pile croissante de preuves que mon mariage était terminé bien avant l'accident d'hier. Charlotte n'avait pas seulement déjeuné avec Tyler. Elle était venue chez nous, dans notre lit, probablement pendant que je préparais des ordonnances, comptait des pilules et travaillait des heures supplémentaires pour payer son goût du luxe. Anna. Rosa se tenait dans le couloir avec une question sur le visage. Le bureau. Il y a beaucoup de paperasse. Comment voulez-vous que nous nous en occupions? Je me suis forcé à me lever, la main de David sur mon bras valide pour me soutenir, et je me suis dirigé vers ce qui avait été le bureau de Tyler. Ses diplômes au mur, les certifications de l'entreprise de son père, des photos de lui à des tournois de golf et des dîners d'affaires. Tout cela était une image de succès soigneusement construite que je finançais depuis 8 ans. Emballez tout. Tout ce qui est à lui. Les photos de mariage? J'ai regardé notre photo de mariage sur son bureau. Nous sourions tous les deux, inconscients que j'étais embauché pour un poste plutôt que d'entrer dans un partenariat. Surtout celle-là. Le téléphone de David a sonné. Son ami avocat, au son de la conversation. Je pouvais l'entendre dicter les termes, un langage juridique précis qui transformait mon désastre émotionnel en paperasse. Cessation de la cohabitation, 48 heures pour la récupération, pas de contact direct, toute communication par l'intermédiaire d'un représentant désigné. À midi, notre duplex avait été transformé. 63 boîtes s'alignaient dans l'entrée, chacune étiquetée avec le nom de Tyler et une description générale de son contenu. Les murs montraient des rectangles pâles là où ces tableaux avaient été accrochés. Le placard avait l'air caverneux avec seulement mes vêtements. Le comptoir de la salle de bain avait soudain de la place pour que mes affaires s'étalent au lieu d'être entassées dans un coin. Ceci nécessite votre signature, a dit David en présentant l'avis formel que son ami avocat avait rédigé. C'était magnifique dans sa simplicité. Aucune émotion, aucune accusation, juste des faits. Les affaires de Tyler étaient emballées. Il avait 48 heures pour les récupérer. Les serrures avaient été changées. Toute tentative de contact direct serait considérée comme du harcèlement. J'ai signé de ma main valide. Le stylo était maladroit, mais maniable. J'avais l'impression de signer les papiers de sortie d'un patient qui occupait un lit depuis trop longtemps, empêchant quelqu'un qui avait réellement besoin de soins de recevoir de l'aide. Je ferai livrer ceci par courrier recommandé, a dit David. Il le recevra aujourd'hui. Il va dire que je réagis de manière excessive, que je suis dramatique. Laisse-le le dire aux boîtes. Rosa s'est approchée avec sa feuille d'inventaire finale. 63 boîtes au total. Tout photographié et documenté. Nous pouvons les stocker s'ils ne sont pas récupérés dans le délai imparti. 63 boîtes. 8 ans de la présence de Tyler dans ma vie réduit à un nombre sur le formulaire d'une entreprise de déménagement. Cela semblait à la fois trop et pas assez pour près d'une décennie de mariage. Merci, ai-je dit à Rosa, le pensant sincèrement. Elle avait traité ses affaires avec plus de soin qu'il n'en avait montré pour mon urgence. Ma chérie, c'est ce que nous faisons, a-t-elle dit, son masque professionnel glissant juste un peu. Et entre vous et moi, ceux qui donnent la priorité au déjeuner plutôt qu'aux visites à l'hôpital, ils finissent généralement par réaliser ce qu'ils ont perdu environ 3 mois trop tard. L'alerte de la caméra de la sonnette est arrivée à 14h47 le samedi après-midi. David était dans la cuisine en train de faire des sandwichs, insistant sur le fait que je devais manger autre chose que la soupe de divorce de Madame Chen, lorsque mon téléphone a vibré avec la notification de détection de mouvement. J'ai failli ne pas regarder,
pensant que c'était peut-être un livreur ou quelqu'un qui faisait demi-tour dans l'allée, mais quelque chose m'a poussé à ouvrir l'application. Tyler se tenait sur le pas de la porte, l'air d'avoir été vidé de ses piles. Ses cheveux habituellement parfaits étaient en désordre. La chemise de travail de la veille, froissée, est sortie d'un côté. Derrière lui, Eleanor Wilson est sortie de sa Mercedes noire, portant des lunettes de soleil malgré le ciel couvert. Sa bouche était serrée en une ligne si fine qu'on aurait pu la tracer à la règle. Ils sont là, ai-je dit à David, qui a immédiatement abandonné les sandwichs pour se tenir derrière moi, regardant le petit écran par-dessus mon épaule. Tyler a levé la main vers la sonnette, puis l'a laissé tomber. Il s'est tourné pour regarder sa mère, qui s'approchait déjà avec la démarche déterminée de quelqu'un qui gère une tâche désagréable mais nécessaire. Grâce à l'audio de la caméra, j'ai pu entendre leur conversation. Sonne, Tyler. Elle a changé les serrures. Elle ne va pas répondre. Alors, nous utilisons l'interphone. Tiens-toi droit. Tu as l'air pathétique. Eleanor a appuyé sur la sonnette avec un doigt manucuré, le son résonnant dans mon duplex comme le marteau d'un juge. Je n'ai pas bougé du canapé. David a doucement pressé mon épaule valide, un rappel silencieux que je n'étais pas seul cette fois. Après 30 secondes, Eleanor a appuyé sur le bouton de l'interphone. Sa voix a crépité à travers le haut-parleur avec le même ton qu'elle avait utilisé lors des dîners de famille pour demander à la gouvernante de débarrasser les assiettes. Anna, c'est Eleanor Wilson. Nous sommes ici pour récupérer les affaires de Tyler comme spécifié dans votre avis. Veuillez confirmer que les articles sont prêts à être enlevés. Pas de « Comment te sens-tu après ton accident ?» Pas de « Je suis désolé que cela soit arrivé. » Juste des affaires, ce qui était honnêtement plus honnête qu'elle ne l'avait été en 8 ans à prétendre que j'étais assez bien pour son fils. David s'est penché et a appuyé sur le bouton de réponse. Madame Wilson, c'est David, le frère d'Anna. Les boîtes sont dans l'entrée. La porte se déverrouillera à distance. Veuillez terminer l'enlèvement dans les 30 minutes. Il y a eu une pause avant qu'Eleanor ne réponde, sa voix encore plus froide. Compris. David a appuyé sur le déverrouillage à distance, et j'ai regardé à travers la caméra Tyler pousser la porte qu'il avait l'habitude de franchir sans réfléchir. Il s'est arrêté juste à l'intérieur du seuil, fixant le mur de boîte comme si elles étaient écrites dans une langue étrangère. Sa bouche a bougé, mais la caméra n'a pas capté ce qu'il a dit. Eleanor est passée devant lui, inspectant les articles emballés avec l'efficacité de quelqu'un qui fait un inventaire. Commence à charger, a-t-elle ordonné à Tyler, qui n'avait toujours pas bougé. Plus vite nous aurons fini, mieux ce sera. Tyler a pris la première boîte étiquetée, fourniture de bureau, et j'ai vu son visage changer alors qu'il réalisait ce qui se passait. Ce n'était pas un geste dramatique dont il pourrait se sortir en parlant. C'était réel, final, emballé et étiqueté avec le genre de précision qui ne laissait aucune place à la négociation. Il a porté la boîte à la Mercedes, marchant comme quelqu'un sous l'eau. Eleanor supervisait depuis l'embrasure de la porte, vérifiant occasionnellement son téléphone, calculant probablement comment cet embarras affecterait sa position sociale. Elle devrait expliquer à son club de lecture pourquoi sa belle-fille n'était plus aux réunions de famille. Devoir trouver un nouveau récit pour le statut de célibataire soudain de Tyler qui n'impliquait pas qu'il abandonne sa femme blessée pour un déjeuner. À son 3e voyage, Tyler s'est arrêté devant une boîte étiquetée « Photo de mariage » et est resté là pendant 1 minute entière, fixant simplement l'étiquette. Ses épaules se sont affaissées d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant, comme si on lui avait enlevé l'air. La voix aiguë d'Eleanor a coupé le moment qu'il vivait. Tyler, nous n'avons pas toute la journée. Charlotte n'arrête pas de t'appeler. Charlotte. Même maintenant, même pendant cela, elle était toujours la priorité. Tyler a pris la boîte et a continué son périple mécanique vers la voiture. Je me suis surprise à l'étudier à travers la caméra, cet homme avec qui j'avais passé 8 ans, et j'ai réalisé que je regardais un étranger. Sans sa confiance, son image soigneusement entretenue, sa certitude que le monde se plierait toujours pour l'accommoder, il avait l'air vide. Plus jeune en quelque sorte, comme un enfant forcé de nettoyer un gâchis qu'il avait fait mais ne comprenait pas, article de cuisine, cher, a lu Tyler sur une boîte, la soulevant avec précaution. Les casseroles en cuivre qu'il avait insisté pour que nous ayons, bien qu'il n'ait jamais cuisiné un seul repas. La machine à expresso qui coûtait $2000 et faisait un café au goût identique à celui de notre ancienne machine. La mandoline encore dans son emballage d'origine.
Eleanor est restée à son poste près de la porte, vérifiant occasionnellement son téléphone, calculant probablement comment cet embarras affecterait sa position sociale. Elle devrait expliquer à son club de lecture pourquoi sa belle-fille n'était plus aux fonctions familiales. Devoir trouver un nouveau récit pour le statut de célibataire soudain de Tyler qui n'impliquait pas qu'il abandonne sa femme blessée pour un déjeuner. Boîte par boîte, Tyler a vidé l'entrée. Ses vêtements de marque, son équipement d'exercice qu'il avait utilisé 2 fois, sa collection de montres, ses trophées de golf des tournois d'entreprise. Chaque voyage à la voiture semblait lui enlever quelque chose, ses pas devenant plus lourds, son visage de plus en plus hagard. À ce qui devait être son 15e voyage, il s'est arrêté devant une petite boîte étiquetée « Personnel d'hiver » et l'a ouverte là, dans l'entrée. Je pouvais le voir sortir quelque chose de petit. Sa bague de promotion peut-être, ou les boutons de manchette que son grand-père lui avait laissés. Il est resté là, tenant ce que c'était, le dos à la caméra, les épaules tremblant légèrement. Tyler. La voix d'Eleanor était assez aiguë pour couper du verre. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour faire du drame. Drame. Le même mot qu'il avait utilisé à propos de mon accident. Ce devait être un favori de la famille. Sorti chaque fois que les émotions menaçaient de rendre les choses gênantes. Il a fermé la boîte et l'a sortie. Mais quand il est revenu pour le chargement suivant, ses yeux étaient rouges. De larmes ou de manque de sommeil, je ne pouvais pas le dire et j'ai découvert que je ne m'en souciais pas particulièrement. L'ensemble du processus a pris 22 minutes. 8 ans d'accumulation. 22 minutes de déménagement. Tyler a fait un dernier balayage de l'entrée, vérifiant s'il n'avait rien oublié. Et pendant un instant, il a regardé directement la caméra de la sonnette. Nos yeux se sont croisés à travers la fracture numérique, et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant sur son visage, la compréhension. Pas du regret exactement, pas des excuses, mais une reconnaissance de ce qu'il avait jeté pour un déjeuner du jeudi. Eleanor est apparue à ses côtés. C'est tout ? Ouais, a dit Tyler, sa voix à peine audible à travers le haut-parleur. C'est tout. Eleanor a tendu la main vers l'interphone une dernière fois. Les articles ont été récupérés. Tyler voulait que je... Elle a fait une pause et pour la première fois, son sang-froid s'est légèrement fissuré. Il voulait que je vous dise qu'il a laissé sa clé de maison sur le comptoir de la cuisine la semaine dernière. La semaine dernière, avant l'accident. Il s'était déjà éloigné, planifiant probablement sa stratégie de sortie pendant que je travaillais des heures supplémentaires et préparais son petit déjeuner. L'information aurait dû me blesser, mais au lieu de cela, elle m'a semblé être la dernière pièce d'un puzzle qui s'emboîtait. Ils sont partis sans un mot de plus. La Mercedes s'est éloignée avec 63 boîtes de la vie de Tyler entassées dans son coffret sur la banquette arrière. J'ai regardé jusqu'à ce que la voiture tourne au coin et disparaisse, emportant avec elle 8 ans de ma vie que je ne retrouverai jamais, mais que je ne voulais plus. David m'a aidé à me lever, et ensemble nous avons traversé le duplex. Le comptoir de la salle de bain avait l'air énorme sans l'arsenal de produits de Tyler. Le placard semblait résonner de tout son espace vide. Le mur du salon montrait des rectangles pâles là où ses diplômes et ses récompenses avaient été accrochés, comme des fantômes de réalisation qui n'avaient jamais été aussi impressionnantes qu'il l'avait prétendu. Je suis resté dans le salon vide un instant de plus, passant ma main valide le long du mur où le diplôme de Tyler avait été accroché. La peinture était légèrement plus claire là, protégée des années de soleil, un rectangle parfait de ce qui était. David était déjà dans la cuisine en train de finir les sandwichs qu'il avait abandonnés plus tôt lorsque mon téléphone a vibré avec un texto de ma collègue Melissa. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que les boîtes étaient parties avec la Mercedes d'Eleanor. 2 semaines à apprendre à exister dans des espaces qui semblaient trop grands, trop calmes, trop miens. Mon épaule guérissait, les points de suture avaient été enlevés, et j'étais retourné travailler à temps partiel contre les protestations de David qui disait que j'avais besoin de plus de repos. Tu ne devineras jamais qui j'ai vu hier soir, disait le texto de Melissa. Ton ex au Murphy's Bar en ville, complètement ivre, racontant à tout le monde au bar que tu avais surréagi à un accrochage. Il a dit que Charlotte traversait une crise de santé mentale et qu'elle avait plus besoin de lui. Le barman l'a finalement coupé quand il a commencé à pleurer dans son whisky. J'ai lu le message 2 fois, imaginant Tyler au Murphy's, un bar miteux qu'il aurait qualifié de « bas de gamme » il y a 6 mois. Maintenant, il était là, ivre et désespéré, racontant une histoire où il était la victime de la réaction excessive de sa femme dramatique. Le même homme qui m'avait suggéré de prendre un Uber depuis les urgences pleurait maintenant dans un whisky bon marché en se plaignant d'être incompris.
Il a carrément dit que Charlotte était suicidaire, est arrivé le texto suivant de Melissa. Comme si ça justifiait tout. Mais écoute ça. Ma cousine Sarah travaille dans la boîte de Charlotte. Elle a posté des photos de plage de Cabo toute la semaine. Sacrée crise de santé mentale. Alors, Charlotte s'était enfuie au Mexique plutôt que de faire face aux retombées de la disponibilité de Tyler. La femme dont les crises sans fin avaient exigé son attention immédiate tous les jeudis pendant des mois avait disparu au moment où elle pouvait réellement la voir. Il y avait quelque chose de presque poétique là-dedans. Je n'ai pas répondu à Melissa. Que pouvais-je dire? Que je n'étais pas surprise. Que le fait que Tyler découvre ce que l'abandon signifiait était une justice servie froide. Au lieu de cela, je suis retourné à compter les pilules et à préparer les ordonnances, les mouvements routiniers apaisants dans leur prévisibilité. Un mois plus tard, un mercredi après-midi tranquille, Richard Wilson est entré dans la pharmacie. Le père de Tyler avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs, son costume habituellement parfait légèrement froissé, le genre d'épuisement dans les yeux qui vient de la déception plutôt que du manque de sommeil. « Anna » a-t-il dit en s'approchant du comptoir avec un malaise évident. Je ne m'attendais pas, c'est-à-dire que je vais habituellement au CVS de l'autre côté de la ville. Vos médicaments pour la tension, ai-je demandé en consultant déjà son profil dans notre système. Professionnel, neutre, comme s'il était un client comme un autre. Oui. Le médecin a augmenté la dose. Le stress. Vous comprenez. Je comprenais. Le réseau de commérage de Riverside General était efficace et complet. Tyler avait fait des erreurs au cabinet de son père. Il avait perdu 3 clients importants en 2 semaines en manquant des réunions, en soumettant des rapports truffés d'erreurs, en arrivant en retard et débraillé. Le Golden Boy à qui on avait donné un bureau d'angle se ternissait rapidement. Tyler a des difficultés, a dit doucement Richard pendant que je préparais son ordonnance. Il se met en arrêt maladie tous les jeudis maintenant. Il dit qu'il ne peut pas affronter ce jour de la semaine. Et Charlotte, elle ne répond plus à ses appels. Elle a apparemment changé de numéro. Tous les jeudis. Le jour qui avait été sacré pour leur déjeuner était maintenant le jour où Tyler ne pouvait plus fonctionner. Il comprenait enfin ce que cela faisait d'être abandonné par quelqu'un que l'on croyait se soucier de soi. Sauf que Charlotte avait simplement cessé de répondre tandis qu'il avait activement choisi le déjeuner plutôt que mon urgence. Ça doit être difficile, ai-je dit, en gardant le même ton que j'utilisais avec n'importe quel client discutant de problèmes personnels. Richard a étudié mon visage un instant, cherchant peut-être de la colère ou de la satisfaction. Il n'a trouvé ni l'un ni l'autre. J'étais devenu très doué pour la neutralité professionnelle au cours du dernier mois. Il passe en voiture devant le lieu de l'accident, a ajouté Richard. L'intersection où c'est arrivé. Sa mère pense qu'il se punit. Je lui ai tendu le sac de médicaments. Ce sera tout pour aujourd'hui, monsieur Wilson? Il a hoché la tête, comprenant la limite que j'avais tracée. En le voyant partir, je me suis demandé si Tyler passait vraiment en voiture devant cette intersection, s'il imaginait le pick-up écrasant ma portière. S'il comprenait enfin que certains moments ne pouvaient pas être effacés avec des excuses ou des explications. 2 mois après l'accident, exactement 2 mois jour pour jour, un email de 3 pages est apparu dans ma boîte de réception avant que mon filtre automatique ne puisse l'intercepter. Tyler avait utilisé une adresse email différente, probablement créée juste pour cela. L'objet était, s'il te plaît, lis. J'ai enfin compris. Contre mon meilleur jugement, je l'ai ouvert. L'email était un chef-d'œuvre de manipulation déguisé en révélation. Il prétendait que le stress du travail avait obscurci son jugement. Charlotte lui avait dit qu'elle avait des pensées suicidaires, bien qu'elle poste actuellement des photos de coucher de soleil depuis Cabo. Son trouble anxieux, jamais mentionné auparavant en 8 ans, l'avait fait se figer dans les situations de crise. Il suivait une thérapie depuis 2 semaines. Il était allé sur les lieux de l'accident et avait enfin compris le traumatisme que j'avais vécu, 2 mois trop tard. Je vois maintenant à quel point j'ai eu tort, a-t-il écrit. Quand je me suis tenu à cette intersection, je t'ai imaginé piégé dans la voiture, saignant, effrayé, me tendant la main, et je n'étais pas là. Je mangeais du saumon hors de prix pendant que tu te battais pour ta vie. Le détail du saumon était étrangement spécifique et rendait en quelque sorte tout pire. Il se souvenait de ce qu'il mangeait pendant que je saignais. Nous pourrions essayer une thérapie, poursuivait l'email. J'ai déjà trouvé un thérapeute spécialisé dans les traumatismes et la réparation des relations. Je sais que je t'ai manqué,
mais 8 ans ne mérite-t-il pas une seconde chance? 8 ans. Il avait raison sur le temps, mais tort sur tout le reste. 8 ans ne méritaient rien. 8 ans, c'était juste du temps passé, pas un crédit automatique pour le pardon. J'ai lu l'email une fois, puis j'ai également configuré un filtre automatique pour sa nouvelle adresse. Tout email contenant « Tyler » ou « Wilson » irait directement à la corbeille. Pas de notification, pas de tentation de lire, juste un silence numérique. David a appelé cet après-midi pendant ma pause déjeuner, sa voix empreinte d'un amusement à peine réprimé. « Tu ne vas pas croire ce qui s'est passé aujourd'hui. Tyler s'est pointé à ton bureau. » S'est pointé est un euphémisme. Il attendait sur le parking à 7 heures du matin, l'air d'avoir dormi dans sa voiture, me suppliant de te parler, disant qu'il avait fait la plus grande erreur de sa vie. Je pouvais l'imaginer parfaitement. Tyler, qui avait toujours été si soucieux des apparences, maintenant assez désespéré pour tendre une embuscade à mon frère sur un parking, comme dans un mauvais film. La sécurité a dû l'escorter dehors, ai-je deviné, après qu'il a commencé à crier sur le grand amour et les secondes chances. Tout le bureau a regardé par les fenêtres. Ma secrétaire l'a filmé. En fait, il n'arrêtait pas de dire « c'est ma femme ». Je l'aime encore et encore, comme si le dire assez souvent le rendrait vrai rétroactivement. Il ne l'a jamais dit quand ça comptait. Non, a convenu David. Il était trop occupé à déjeuner pour le dire quand ça comptait. L'image de Tyler se faisant escorter hors du bâtiment de David tout en proclamant son amour était à la fois pathétique et étrangement satisfaisante. Non pas parce que je voulais qu'il souffre, mais parce qu'il faisait enfin face aux conséquences. Pendant 8 ans, mes accommodements avaient amorti ses choix. Maintenant, il apprenait ce que la vie était sans ce filet de sécurité. « Anna, tu rayonnes », a dit Mélissa en levant une flûte de champagne remplie de vin mousseux de supermarché qui avait meilleur goût que n'importe quel millésime coûteux que Tyler avait toujours insisté pour que nous ayons. « Sérieusement, tu as l'air d'avoir 10 ans de moins. » 6 mois avaient transformé plus que mon espace de vie. Le dîner s'étendait dans mon duplex. Des collègues de la pharmacie, 2 voisins dont Madame Chen, mes amis du club de lecture que Tyler avait qualifié d'« intellectuellement piétonne », et David, bien sûr, aux commandes de la cuisine avec l'assurance de quelqu'un qui aime vraiment cuisiner. J'avais servi le dîner dans des assiettes que j'avais trouvées dans 3 magasins d'occasion différents le mois dernier. Aucune ne correspondait, mais d'une manière ou d'une autre, elles avaient l'air parfaites ensemble. Une bleue avec de minuscules fleurs, une jaune avec des motifs géométriques, une blanche unie avec un petit éclat qui lui donnait du caractère. Tyler aurait été mortifié. Je l'ai trouvée ravissante. Raconte l'histoire du type avec le poisson, a crié quelqu'un, et Patricia, mon ancienne infirmière des urgences, s'est lancée dans le récit d'un patient arrivé avec un poisson rouge vivant dans un sac, insistant sur le fait qu'il avait besoin de soins médicaux. Tout le monde a ri, de ce rire sincère et profond qui avait été absent de cette maison pendant des années. Personne ne se souciait de paraître sophistiqué. Personne ne regardait sa montre. Personne n'a mentionné Charlotte ou Tyler ou les déjeuners du jeudi. Le lendemain matin, j'avais mon dernier rendez-vous de suivi avec le Dr Webb à Riverside General. Il a manipulé mon épaule sur toute son amplitude de mouvement, hochant la tête avec satisfaction à chaque mouvement. Rétablissement parfait, a-t-il annoncé, puis il a fait une pause, étudiant les fines lignes argentées sur mon front là où se trouvaient les points de suture. Les cicatrices sont à peine visibles. Encore quelques mois et vous ne les verrez probablement plus du tout. Elles ne me dérangent pas, ai-je dit, le pensant sincèrement. Ces cicatrices étaient la preuve de ma survie, la preuve du moment où tout a changé. Le docteur Webb s'est assis, son expression passant de professionnel à personnel. Vous savez, j'ai vécu quelque chose de similaire il y a 5 ans. Pas un accident de voiture, mais un moment où un traumatisme a révélé ce qui était déjà brisé. Mon ex-femme a apporté les papiers du divorce à l'hôpital alors que je me remettais d'une opération d'urgence. C'est horrible. Je le pensais à l'époque, mais avec le recul, cette opération n'a pas mis fin à mon mariage. Elle a juste exposé ce qui mourait depuis des années pendant que nous prétendions tous les deux que tout allait bien. Parfois, il faut une collision, littérale ou métaphorique, pour nous montrer que nous vivions dans des décombres depuis le début. Ces mots m'ont accompagné alors que je rentrais chez moi, empruntant un itinéraire que j'avais évité pendant 6 mois. L'intersection de la 5e et de Madison avait l'air différente en plein jour, plus animée, plus ordinaire que le lieu de catastrophe personnelle qu'elle était devenue dans ma mémoire. Je me suis arrêté au feu rouge, le même feu que le jeune homme avait grillé cette nuit-là, et j'ai attendu.
L'intersection n'était que du bitume et des lignes peintes. Aucune trace de l'accident ne subsistait. Pas de trace de dérapage ni de verre brisé. Rien pour la marquer comme l'endroit où ma vie s'est divisée en un avant et un après. Les voitures se déplaçaient selon leurs schémas habituels. Les gens traversaient la rue, absorbés par leur téléphone. La vie continuait son rythme, indifférente à l'histoire qui s'était déroulée ici. Quand le feu est passé au vert, je n'ai pas bougé immédiatement. Au lieu de cela, j'ai pensé à ce gamin dans le pick-up surélevé, probablement 19 ou 20 ans, qui a tout changé en grillant ce feu. J'avais appris par le rapport de police qu'il était sobre, juste jeune et stupide, et qu'il se dépêchait de retrouver des amis. Son assurance avait tout couvert. Il avait envoyé une lettre par l'intermédiaire de son avocat, s'excusant profusément, disant qu'il en ferait des cauchemars pour toujours. J'avais voulu lui répondre pour lui dire que son imprudence m'avait accidentellement sauvé, que son incapacité à s'arrêter à un feu rouge m'avait forcé à cesser d'accepter moins que ce que je méritais, que parfois la destruction était le seul moyen de créer de l'espace pour quelque chose de mieux. Mais comment remercier quelqu'un de vous avoir presque tué? Comment expliquer que son pire moment était devenu ma libération? La voiture derrière moi a klaxonné doucement, me ramenant au présent. J'ai traversé l'intersection en me sentant plus légère, comme si j'avais laissé quelque chose de lourd derrière moi à ce coin de rue. Le jeudi après-midi était arrivé sans fanfare. J'avais travaillé mon service habituel, je suis rentré dans mon duplex calme, je me suis changé en vêtements confortables que Tyler aurait qualifiés de « négligés ». Pas de dîner élaboré à préparer. Pas de surveillance de l'horloge pour m'assurer que tout était prêt quand il franchirait la porte après son déjeuner prolongé. Juste moi, une tasse de thé et un livre que j'avais acheté parce que la couverture était jolie et que le résumé semblait intéressant. Le livre était un roman policier, le genre que Tyler avait rejeté comme de la fiction commerciale pour les gens qui ne lisent pas vraiment. J'étais complètement absorbé par le chapitre 12 lorsque mon téléphone a vibré. Le nom de David est apparu sur l'écran. Je prends juste des nouvelles. Tu vas bien? J'ai regardé autour de mon duplex, les assiettes dépareillées qui séchaient dans le séchoir, les coussins que j'avais choisis parce qu'ils étaient doux au lieu d'être élégants. Les murs maintenant décorés de photos qui me faisaient sourire au lieu d'impressionner les visiteurs. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres qui n'étaient plus couvertes par les stores coûteux que Tyler avait insisté pour que nous ayons, remplacés par de simples rideaux que j'avais cousus moi-même le mois dernier. Tu sais quoi, ai-je tapé en retour. Pour la première fois depuis des années. Sincèrement, oui. Bien. On va dîner dimanche? Le nouveau restaurant thaï a ouvert près de chez toi. Ça a l'air parfait. J'ai posé le téléphone et je suis retourné à mon livre, rentrant mes pieds sous moi sur le canapé qui était maintenant entièrement à moi pour m'y étaler. Dehors, je pouvais entendre des enfants jouer dans la rue, leur rire porté par la fenêtre ouverte. Madame Chin était probablement dans son jardin, fredonnant les chansons chinoises qu'elle enseignait à ses petits-enfants. Des bruits de quartier normaux qui avaient toujours été là, mais j'avais été trop occupé à gérer les humeurs de Tyler pour les remarquer. Le jeudi après-midi s'étirait devant moi, vide d'obligation ou d'anxiété. Pas à me demander quand Tyler rentrerait. Pas à préparer des explications pour savoir pourquoi le dîner était simple ou pourquoi j'étais fatigué ou pourquoi je n'avais pas organisé son nettoyage à sec. Pas à vérifier mon téléphone pour voir si la crise de Charlotte prolongerait son absence. Juste la paix, gagnée par la douleur, mais qui valait chaque instant du voyage qui m'avait mené ici. Je pensais à Tyler de temps en temps. De la même manière que l'on pense à un film que l'on a vu mais dont on ne se souvient pas tout à fait de la fin. Il existait maintenant au passé. Un personnage d'une autre histoire, une histoire que j'avais fermée, rangée sur une étagère et que je n'avais aucun intérêt à relire. La colère s'était estompée il y a des mois, remplacée par quelque chose qui n'était pas tout à fait de l'indifférence, mais pas non plus du pardon. C'était simplement fait, fini. Un chapitre qui s'est terminé lorsque ce pick-up a réarrangé plus que du métal et du verre. Mon épaule me faisait à peine mal maintenant. Juste une raideur occasionnelle quand le temps changeait. Les cicatrices sur mon front s'étaient estompées en de fines lignes qui ressemblaient à des rides d'inquiétude, la preuve d'une vie vécue plutôt que d'un traumatisme surmonté. Tout avait guéri. Les os, la peau, et enfin les parties de moi que je n'avais pas réalisé être brisées jusqu'à ce qu'elles commencent à se réparer. J'ai tourné la page de mon livre, m'enfonçant plus profondément dans le canapé, et j'ai souri à rien en particulier. C'était jeudi après-midi. J'étais seule, et j'étais heureuse. Sincèrement, complètement, paisiblement heureuse.
L'architecture de ma nouvelle vie était simple mais solide. Construite sur des fondations que j'avais choisies plutôt qu'héritées. Décorée de joie plutôt que d'obligation. C'est ce que la liberté signifiait. Pas dramatique ou triomphante. Juste calme et vraie et entièrement mienne. Si cette histoire de justice poétique vous a fait soutenir le retour en force d'Anna, appuyez sur le bouton j'aime dès maintenant. Ma partie préférée a été lorsque la police est entrée dans le Sterling Room, exposant les priorités de Tyler à tout le monde. Quel a été votre moment préféré? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires captivantes comme celle-ci. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une publication.